Bonjour, bon lundi, bienvenue dans la matinale de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Vallerand de Saint-Just. Bonjour. Vous êtes tête de liste du Front National en Ile-de-France et trésorier de ce même parti. Exactement. Toujours. Pour vous interviewer ce matin sur une actualité très chargée, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et bonjour Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour. Bonjour. Vallerand de Saint-Just, un ancien militant socialiste, numéro 3 sur votre liste au régional, Guy de Balle. Est-ce que c'est un choix de conviction? Est-ce que c'est de l'opportunisme? N'avez-vous pas l'impression de l'avoir un peu instrumentalisé dans cette affaire? Pas du tout, parce qu'il est venu nous voir maintenant il y a plusieurs mois. On ne parlait même pas des régionales à l'époque. Il nous a surtout donné beaucoup de notes, beaucoup de rédaction de sa part. Et puis, pour répondre d'ailleurs au maire du 20e, c'est facile. Je l'ai d'abord placé en numéro 7 sur la liste de Paris. Ça lui était un peu égal. Il avait demandé à être sur la liste. Je lui ai dit, écoute, pour le moment, tout est fait. Il était en numéro 7, donc pas sur une place éligible. Et puis, par les mystères, la place du numéro 3 s'est dégagée et j'ai immédiatement pensé à lui. Au début, il n'a même pas su qu'il était numéro 3. C'est moi qui lui ai téléphoné en lui disant « La commission d'investiture t'a investi en numéro 3 ». Ah, merci beaucoup, je suis très content. Mais il ne m'a pas instrumentalisé et je ne l'ai pas instrumentalisé. Tout ça est très naturel. On passe au sondage TNS, Michael Zamès. Oui, sondage TNS qui dit 52% des Français interrogés ne trouveraient pas cela gênant si une région bascule au Front National. Hier, Manuel Valls a dit que ce serait un drame. Qu'est-ce que ça vous a fait quand il a dit ça? C'est-à-dire qu'on se demande toujours jusqu'où ils vont aller, puisqu'ils disent, et M. Le Guen a dit ça aussi, nous utiliserons tous les moyens pour contrer le Front National. Alors jusqu'où? Il y avait un titre de journal, je crois samedi, Valls dit qu'il va tout faire contre le Front National, mais il ne dit pas exactement quoi. Et vous lui demandez donc de clarifier par exemple? Oui, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Nous sommes en République, il y a un état de droit. J'aimerais bien savoir à quelle sauce éventuellement le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Police va vouloir éventuellement s'adresser au Front National si nous gagnons des régions. C'est quand même un peu particulier, quoi. Moi j'ai eu un mot très brutal il y a quelques jours à cet égard, mais je crois surtout que c'est une attitude très peu républicaine. Véronique Jacquier. Vous êtes crédité de 18 à 20% d'intention de vote en Ile-de-France. C'est suffisant pour vous maintenir au second tour? Oui, très suffisant. Voilà, vous êtes un faiseur de roi. Est-ce que vous empêcheriez la droite de l'emporter? Écoutez, je ne sais pas. Là, il est évident que si nous faisons plus de 10%, comme les résultats des départementales, des européennes et les sondages le montrent, nous nous maintiendrons pour avoir des élus. Personne ne comprendrait que nous fassions le contraire et que nous n'ayons pas d'élus. Et comme à l'heure actuelle, et depuis longtemps, et encore d'après ce qu'a dit M. Sarkozy ce week-end, il n'est pas possible de parler avec toutes ces personnes, et notamment avec Madame Pécresse, évidemment, nous nous maintiendrons. Mais vous assumeriez de faire passer Barthelone? Comment? Vous assumeriez de faire passer Barthelone? Écoutez, je veux dire, pour nous, nous l'avons dit, je pense qu'on peut le démontrer, je le démontre facilement. Entre M. Barthelone et Mme Pécresse, je ne vois pas beaucoup de différence, puisque Mme Pécresse a voté, notamment sous le mandat de M. Huchon, des mesures extrêmement symboliques, comme la gratuité des transports aux clandestins présentée par M. Huchon. Donc franchement, j'ai la preuve que c'est... La droite au pouvoir, c'est la même chose pour vous? À peu près, oui. Moi, j'ai une expérience importante de conseiller régional avec des présidents de fausse droite et des présidents de fausse gauche, et tout ça a toujours été à peu près pareil. Je reviens sur, vous parliez de Nicolas Sarkozy à l'instant. Effectivement, il a dit qu'il se posait un peu comme un rempart face à vous. Si jamais il y a encore une région qui passe au Front National, estimez-vous que la stratégie de Nicolas Sarkozy telle qu'elle est aujourd'hui serait discréditée? Mais je ne vois pas tellement de stratégie de Nicolas Sarkozy, parce qu'il est complètement écartelé entre la volonté de plaire aux électeurs du Front National et la volonté de faire alliance avec le MoDem et l'UDI. Depuis maintenant très longtemps, l'UMP et maintenant les prétendus républicains font le grand écart. Regardez encore à la région, M. Huchon a fait voter 5 millions d'euros de subventions pour les clandestins, Mme Pécresse a voté contre. Mais les conseillers régionaux du MoDem et de l'UDI ont voté pour. Et ils prétendent, alors qu'ils sont complètement contraires sur une mesure aussi symbolique et importante, prétendent faire campagne ensemble, faire liste ensemble.
ensemble et diriger la région ensemble. Donc je ne vois pas de stratégie de M. Sarkozy. Un jour, il va cogner un peu sur nous, d'autres jours, il va essayer de parler un peu comme nous, et puis il y a toujours cette alliance contre nature de la carpe et du lapin. Ça veut dire que s'il n'avait pas fait alliance, qui ont fait passer François Hollande, qui ont empêché Sarkozy d'être réélu. Si je vous entends et je démontre un peu ce que vous dites, ça veut dire que s'il n'avait pas fait alliance avec l'UDI ou avec le MoDem, il serait plus enclin de discuter avec vous, ou en tout cas vous seriez plus enclin d'aller vers lui? Pas Nicolas Sarkozy. Moi, ce que je pense depuis longtemps, c'est que sur le plan des idées, du programme, les Républicains devraient se séparer en deux. C'est trop divers sur le plan du fond. Vous êtes sur la tendance Henri Guénaud. C'est-à-dire une droite bonapartiste et une droite orléaniste. Un monsieur comme Guénaud, pardonnez-moi, d'abord sur le plan du personnage, on peut parler avec lui, c'est quelqu'un de courtois, et deuxièmement, il y a un certain nombre d'idées, oui, qui peuvent permettre de parler, c'est certain, de réflexion, de réflexe même patriotique de la part de monsieur Guénaud. Il y a longtemps que monsieur Guénaud aurait dû quitter les Républicains. Vous l'accueillerez avec plaisir. Pour vous rejoindre. Écoutez, pourquoi pas, on peut parler en tout cas. Xavier Bertrand demande aux candidats éligibles sur sa liste une participation aux frais de campagne de 7 000 €. Dominique Régnier fait pareil, il demande 15 000 €. Quelle est votre stratégie? Vous avez fait un emprunt personnel? Oui, moi j'ai pu emprunter et financer la campagne, donc j'ai pas de problème. Mais ça n'est pas du tout anormal de demander une participation. Dans les précédentes régionales auxquelles je me suis présenté, il y a eu des participations. Mais il faut savoir aussi que ce ne sont que des prêts. Les candidats qui avancent de l'argent sont remboursés quand... Votre prêt, vous l'avez fait à la Cotelec, c'est le micro-parti de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire qu'il y a encore des discussions possibles avec Jean-Marie Le Pen alors? Parce que d'abord, aucune banque ne veut prêter maintenant aux partis politiques et aux candidats. Je crois que c'est à peu près pour tous les candidats. Mme Pécresse a peut-être eu un peu plus de chance que moi. Et Cotelec... Non, elle a changé de banque elle aussi. Oui, mais elle a quand même pu emprunter sur la Cotelec, M. Valéron. Oui, Cotelec. Cotelec, l'association Cotelec a proposé de nous prêter. Et nous n'y avons vu aucun inconvénient. Jean-Marie Le Pen a séparé complètement la question de la gestion de cette association et nos divergences. Véronique Jacquier. Bernard Cazeneuve fait baisser le nombre de migrants à Calais. Il les envoie. Le ministre de l'Intérieur donne des ordres, bien sûr, pour les envoyer dans des centres de rétention dans toute la France. 1500 personnes ont été envoyées dans divers centres de rétention. 90% sortent de ces centres de rétention au bout de 5 jours et reprennent un train pour Calais. Quelle solution avez-vous, vous, pour les migrants à Calais ou en Île-de-France si vous êtes président de région? La région elle-même n'a pas de compétences directes pour gérer des campements. Vous avez d'ailleurs vu que le tribunal administratif de Lille a fait injonction à l'État et au maire de Calais de prendre des dispositions pour... Non mais vous aurez un poids politique si vous êtes président de région. Oui, nous aurons un poids politique. D'abord, on ne fera pas comme M. Huchon, c'est certain, mais nous aurons le poids politique en étant président de région avec d'autres régions pour contraindre l'État à cesser sa politique folle d'accueil des clandestins en France. Oui, non, mais d'accord, mais quand ils sont là, quand ils sont en France, on fait quoi? Ah non, mais quand ils sont là, il faut évidemment les accueillir de façon humanitaire, mais il faut en même temps les renvoyer le plus rapidement possible dans leur pays d'origine. C'est ça qu'il faut faire. Il faut multiplier les centres de rétention, un peu comme on le fait à Calais, à Vincennes. Oui, enfin, écoutez, moi je connais bien la ville de Calais, je connais les habitants de Calais. Leur faire subir ce qu'on leur fait subir depuis plusieurs mois avec ce territoire qu'on a appelé jungle en même temps, de façon assez symbolique, je trouve ça assez dramatique. Il est vrai qu'il faut prendre des mesures humanitaires, mais il faut en même temps prendre des mesures... Il y a des camps aussi en Île-de-France, c'est la même problématique, on en parle beaucoup moins. À la porte de Saint-Ouen ou à la porte des Poissonniers, ou dans le 19e arrondissement. Maintenant c'est terminé parce que on a mis des migrants dans 45 lieux d'accueil à travers toute l'Île-de-France et notamment dans la Grande Couronne. Tout ça est une politique un peu de répartition et non pas de vraie gestion. Ils font face à l'urgence. Il n'y a aucune politique de fond de la part de M. Cazeneuve. La politique de fond de M. Cazeneuve, c'est qu'ils viennent le plus possible. C'est ce qu'a dit M. Barthelone. Mais votre que la politique région de Île-de-France soit la région d'excellence. De fond, vous, à l'épreuve du terrain, quelle serait-elle pour les migrants il est certain que les migrants qui sont sur notre sol à l'heure actuelle, il faut trouver
pour une brève échéance, des solutions humanitaires. Ensuite, il faut que l'État fasse en sorte qu'ils repartent dans le pays. De mémoire, Marine Le Pen dit qu'il faut les renvoyer chez eux. Oui, c'est ça. Il faut les renvoyer chez eux, c'est certain. Et en plus, de toute façon, et surtout, il faut les dissuader et les empêcher de venir, les deux. Vous aurez des compétences en matière de sécurité si jamais vous êtes à la tête de la région Île-de-France, peut-être un peu dans les transports en tout cas. Il y a une proposition de Valérie Pécresse qui dit interdire tous les délinquants multirécidivistes dans les transports publics. Ça veut dire qu'on met un policier devant chaque personne? Non, mais Madame Pécresse fait ce genre de proposition très très faible, je dirais, pour essayer de frapper en même temps les esprits. C'est comme le port obligatoire d'une pièce d'identité dans les transports. Ce sont au moins, je veux être gentil, des cautères sur des jambes de bois. Ma proposition à moi paraît beaucoup plus sérieuse. D'abord, cette sécurité est une compétence de l'État. Il faut tout transformer sur le plan de la sécurité. Mais ma proposition de mettre 2 agents de sécurité armés dans chacune des gares d'Île-de-France, là, à mon avis, est efficace et vraiment de nature à faire retrouver une sécurité. Ce qui n'est pas possible. On a calculé qu'il y avait plus de 10 000 wagons qui circulaient dans toute l'Île-de-France tous les jours. Ça pourrait coûter combien de mettre 2 personnes armées entre 35 et 40 millions d'euros par an. Sachant que la fraude, on a des difficultés à évaluer la fraude. On pense à 150 millions d'euros par an. Mais on a fait une expérience. On a mis 2 gardes armés comme ça pendant plusieurs heures, dans toute une matinée, dans une gare du RER du nord de Paris. Pendant tout leur temps de présence, plus 80% d'achat de billets. Pendant leur temps de présence dans la salle d'accueil de la gare. Avec 2 agents visibles. Des agents visibles en uniforme avec une arme, et ça dissuade énormément. Et je pense que dans les gares, dans les 380 gares d'Île-de-France, ça serait efficace. Donc vous faites appel à l'armée aussi, quelque part? Non, on fait appel aux services de sécurité de la SNCF et de la RATP, qui sont déjà armés, qui sont des agents et même des officiers de police judiciaire. Il suffit de financer. Vous recrutez? Oui, on recrute là, c'est sûr. Vous savez, pour la sécurité, l'état dans lequel elle est à l'heure actuelle en Île-de-France, il faut faire de très gros efforts en faisant des économies à côté. Alors, par exemple, prenons un exemple aussi sur ce que vous proposez sur, par exemple, la réforme de l'habitat. Ce n'est pas de la compétence de la région, c'est de la compétence de l'État. Dans votre programme, vous faites très fortement allusion sur le fait que vous ne pourrez pas forcément mettre en place votre programme aujourd'hui, parce qu'il faudra attendre 2017 et éventuellement l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Mais alors il se passe quoi entre 2015 et 2017 en supposant que Marine Le Pen arrive? Il y a un certain nombre de thèmes que nous abordons, comme celui de la sécurité, ou celui du logement aussi, qui dépendent évidemment d'autres structures, d'autres collectivités territoriales ou de l'État plus que de nous. Se passe quoi entre 2015 et 2017? Mais nous avons, le Conseil régional a quand même une très grande compétence en matière de logement. Et les mesures que j'ai proposées peuvent être appliquées immédiatement, notamment le fait que nous conditionnons les aides que nous donnons aux bailleurs sociaux à un certain nombre de critères que les bailleurs sociaux seraient obligés de mettre au point dans les immeubles qu'ils gèrent, notamment sur les questions de sécurité, sur les questions de laïcité et sur les questions d'attribution à ceux qui ont la nationalité française ou qui ont 10 ans de cotisation sociale ininterrompue. Véronique Jacquet. Votre priorité pour l'Île-de-France, c'est la création d'emplois? Notre mesure phare, c'est la création, c'est de favoriser les entrepreneurs et la création d'emplois. Et dans ce cadre-là, notre mesure phare, c'est la proposition d'une banque publique régionale d'investissement. Ça, je crois que ça peut être efficace et on a beaucoup réfléchi. J'ai de l'expérience d'action économique dans les conseils régionaux. Ils n'ont jamais été jusqu'au bout, les conseils régionaux. Ils doivent aller jusqu'au bout de leur action économique et vraiment prendre à bras le corps, à la place peut-être des banques que nous connaissons, l'aide aux entrepreneurs. Vous êtes le trésorier du Front National, vous êtes membre du bureau exécutif également. Des perquisitions ont été menées chez Jean-Marie Le Pen. On a trouvé 29 pièces d'or dans un coffre. Le fisc est sur la piste d'un compte offshore alimenté en or. Est-ce que cela vous surprend, vous qui êtes, je le rappelle, trésorier et ancien avocat de Jean-Marie Le Pen? Ça me surprendrait beaucoup oui, que Jean-Marie Le Pen ait pu commettre des infractions de cette nature. J'ai lu des articles hier comme quoi cet argent, supposé argent, aurait une origine très, très ancienne. Jamais entendu parler.
Personnellement, non, j'en ai jamais entendu parler. Au contraire. Vous êtes trésorier depuis 30 ans du Front National, vous Ah non, non, mais ça, attendez, ce sont les affaires personnelles de Jean-Marie Le Pen. Oui, mais enfin, vous étiez très proche de Jean-Marie Le Pen. J'ai été l'avocat de Jean-Marie Le Pen pendant longtemps. J'ai plaidé des affaires de diffamation où on lui imputait de la fraude fiscale. J'ai toujours gagné. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours gagné à 100% sur ces questions-là. Et de toute façon, encore une fois, ça n'est qu'une enquête préliminaire. Il n'y a même pas de juge d'instruction. Donc la présomption d'innocence de Jean-Marie Le Pen est totale. Mais l'affaire en elle-même vous surprend? La découverte de ces louis d'or? Ce qui ne me surprend pas, en tout cas, c'est la persécution judiciaire dont nous faisons l'objet. Une dernière question locale. Claude Barthelone a émis des inquiétudes sur les conséquences dans les transports et la circulation au moment de la COP21, du 30 novembre au 11 décembre. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord avec lui. On aurait dû faire cette COP21 plus loin de Paris. Il y a d'ailleurs nécessité d'un grand centre de conférences ou d'exposition sur des gares du RER, mais plus loin que Saint-Denis, même plus loin que Villepinte à l'heure actuelle. C'est certain. Il y a au moins un sujet sur lequel vous êtes d'accord avec lui? Oui, on peut difficilement, ceux qui veulent gagner de l'argent, ceux qui veulent bouger dans Paris, surtout au moment de Noël et des fêtes, vont difficilement supporter cela. Nous essaierons de les aider dans la mesure de nos moyens. Merci Valran de Saint-Just. Je rappelle que vous êtes tête de liste du Front National en Ile-de-France et que vous êtes toujours trésorier de ce parti. Oui. Merci. On passe à l'analyse de l'actualité ainsi que des propos que vous avez tenus sur ce plateau avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà.